Bienvenue dans mon podcast On parle d'IMO avec Hello. Je me présente Héloïse Blanchette, courtier immobilier résidentiel pour le groupe Sutton Nouvelle Demeure. Aujourd'hui, on a un invité vraiment très important lors d'une transaction immobilière, un inspecteur en bâtiment. Je vous présente François Allard, inspecteur en bâtiment. Aujourd'hui, on commence ça fort avec une grosse question. Casser la glace, c'est quoi une des pires maisons que tu as inspectées? C'est sûr que ça fait depuis 2015 que je fais de l'inspection. C'est sûr que j'en ai vu de toutes les sortes. J'ai vu des immeubles locatifs problématiques, des maisons problématiques. J'ai fait toutes sortes de mandats. Fait que ma pire maison, je te dirais que j'en ai plusieurs, mais si je peux t'en parler d'une, c'est un immeuble locatif, un 6 ou un 8 logements, si ma mémoire est bonne. Il y avait des gros problèmes, mais pas juste des problèmes au niveau du bâtiment, mais des problèmes de locataires. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut arriver, tu sais. Des problèmes de structure, c'est super important, des problèmes d'infiltration, des grosses problématiques au niveau des animaux. Mais on peut parler dans plus d'une quarantaine de chats dans un appartement, un 3,5. Fait que c'est sûr que j'ai vu des gens qui habitaient dans des bâtiments qui étaient aussi pires que l'immeuble. Fait que c'est sûr que ça, souvent, quand tu achètes un immeuble, tu es pogné avec tes locataires un peu. Effectivement. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problématiques. Mais cet immeuble-là en question, il était à vendre sur le marché, puis les gens qui l'achetaient, j'ai des partenaires immobiliers un peu comme on peut dire, puis ces gens-là voulaient vraiment cet immeuble-là. Puis, tu sais, outre qu'ils avaient déjà vu ce logement-là, qu'il y avait des chats à l'infini. Insalubre. C'était insalubre, il n'y avait pas de litière vraiment dans l'appartement, c'était le plancher, la litière, mais c'était incroyable. Les odeurs qui pouvaient émaner là, de ce logement-là. Mais tu sais, ce bâtiment-là, il y avait des problèmes de fondation, il y avait des problèmes de structure, il y avait des problèmes d'électricité, des galeries qui étaient à refaire. Fait que tu sais, tout était à changer. Puis, tu sais, ces gens-là qui étaient... Même, il y avait une entreprise de construction à l'interne, n'ont même pas acheté cet immeuble-là tellement qu'il y avait des anomalies. Puis, malgré qu'ils savaient quand même, c'était des charpentiers menuisiers, ils connaissaient quand même... Il y avait une bonne connaissance là, sur la méthode de réparation. Puis, ça demandait trop un gros coût. Puis, trop de complications déjà. Puis, on avait beaucoup de questionnements sur ce logement-là aussi. De là, l'importance de faire inspecter un bâtiment. Ouais. Tu sais, les acheteurs étaient charpentiers menuisiers, ils connaissent l'immobilier, ils connaissent la construction. Puis finalement, après une inspection, c'était tellement terrible qu'ils n'ont pas acheté. C'était quel genre de problématique de structure? Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Oui, bien, c'est sûr que pour relever une problématique de structure dans une inspection pré-achat, on n'ira pas ouvrir les murs, mais on va constater les déformations au niveau du bâtiment qu'on voit actuellement. Fait qu'on avait des problèmes au niveau des fissurations qui étaient en angle, au niveau des murs. On avait des cadres de porte qui étaient déformés. On voyait même du flambage. Ça veut dire que quand tu lignes une section, une moulure était même rondie, tellement que la structure en haut poussait par en bas. Fait qu'on avait des anomalies, des sections de structure qui avaient probablement été retirées au niveau des murs, des poutres qui étaient peut-être absentes aussi. Fait qu'il y avait une flexion qui se faisait dans le bâtiment, puis ça forçait même sur les installations qui étaient là. Je suis quand même contente de ne pas avoir été le courtier immobilier dans ce dossier-là. Très contente. Merci, c'est toujours très intéressant, des petites pommes pourrites, si on peut dire. Maintenant, as-tu 5 trucs à donner pour un acheteur qui veut acheter? 5 trucs faciles pour bien entretenir une propriété. L'entretien, on peut parler de l'entretien au printemps puis de l'entretien à l'automne, tu sais, sur un bâtiment. Puis souvent, c'est le changement de saison qui est important. Fait que l'entretien numéro 1 pour les bâtiments, pour les maisons neuves, avoir un échangeur d'air qui est propre. C'est sûr que c'est important de vérifier ça. Aux 3 mois, on vérifie les filtres. Même, ça peut même être plus fréquent, là, tu sais, le nettoyage des filtres, parce que ton air de bâtiment, c'est ton air que tu respires. Fait que c'est sûr qu'avoir un bon entretien d'échangeur d'air, c'est important. Les gens qui achètent des maisons, souvent, tu rentres dans une maison qui a déjà été habitée, ça sent un peu les odeurs de l'autre personne. Tu rentres avec tes meubles, c'est bien, mais d'avoir un nettoyage des conduits, ça peut être une bonne chose pour remettre justement les bonnes odeurs à la place. T'sais. Fait qu'en tout cas, d'avoir un bon échangeur d'air nettoyé, c'est important. Deuxièmement, de vérifier tout le temps ses joints d'étanchéité. On en parle souvent aux inspections, on les montre, les joints d'étanchéité, mais c'est pas juste le scellant dehors, c'est le scellant en dedans aussi. T'sais, le tour des portes dehors est important, mais le tour de la douche au sous-sol, au rez-de-chaussée, c'est super important. Je pense que ça revient à toutes les inspections, ce scellant. Sincèrement, c'est... C'est ça, parce que souvent, c'est là qu'il va y avoir une place pour que l'eau s'infile. Puis de l'eau qui s'infile derrière une surface qui est non ventilée, c'est là qu'il se forment des problématiques souvent de moisissure. Les matériaux vont se dégrader par l'humidité, fait qu'on ne veut pas ça. Effectivement. Dehors, souvent, ça ventile, c'est moins pire. Tu sais, les contours de porte, les contours de fenêtre, même si ton joint n'est pas là ou qu'il commence à être abîmé, bien souvent, l'air circule, puis ça va sécher à mesure. Mais tu sais, on ne veut pas que l'eau rentre à une place
Quand il y a une composante qui garde l'eau, on ne veut pas que l'eau rentre pendant 20 ans à la même place parce qu'elle va détériorer tranquillement les matériaux. Fait que ça, vérification des joints d'étanchéité, c'est important. Un peu comme les coupes froids, puis les contours, les scellants. La toiture aussi. Troisième point, la toiture. Troisième point, la toiture. C'est important d'avoir une bonne toiture. L'hiver, on a beaucoup de neige. On a une bonne charge de neige. Vérifier l'entretoit puis la toiture, je dirais, c'est 2 éléments importants. Parce que la toiture en tant que telle, les bardeaux, c'est là, peu importe bardeau, membrane, bardeau de cèdre, c'est ce qu'on veut pas, c'est que l'eau rentre dans le toit. Fait que c'est important d'avoir tous les bardeaux en place, mais toutes les composantes qui sont perforées, les évents de plomberie, le maximum, la cheminée, toutes ces jonctions-là, puis même les jonctions au niveau des nous, quand on a une section de pente différente d'un toit à l'autre, c'est important d'avoir les bardeaux qui sont tous en place. Puis il y a des façons de poser ce bardeau-là, fait que de vérifier qu'il n'y a pas de bardeau d'arraché, de vérifier qu'il n'y a pas de trou. Fait que ça, c'est de faire un bon entretien en faisant juste une vérification visuelle au niveau du bardeau, ça peut être important. Parfait. Avant l'hiver, parce que l'hiver, tu ne pourras plus après ça aller vérifier. Puis l'entretoit, ben, c'est une autre place importante à aller voir. T'sais, c'est là que tu peux vraiment voir si ton bardeau est arraché. Est-ce que ça a causé des infiltrations d'eau? On a toutes des problématiques du noircissement au niveau des fermes de toit, au niveau du contreplaqué. Ça vaut la peine de temps en temps aller vérifier justement au niveau de la trappe. On la ouvre, on vérifie dans le toit qu'une lampe de poche assez performante pour voir assez loin. Souvent, où est-ce que les conduits de haute vont monter, qui vont sortir sur le toit, ça fait de la condensation l'hiver. Ça va givrer. Si ça givre, ben, quand il va faire chaud, ça va fondre, cette givre-là. Fait que ça coule dans la laine, puis ça coule dans le plafond. Fait que vérification point, l'entretoit serait une bonne place importante à vérifier. Le 5e, la cerise sur le Sunday. L'humidité. Contrôler votre humidité. Okay. Garder notre bâtiment chauffé. Les personnes, des fois, je dirais pas plus âgées, mais l'ancienne croyance, c'était qu'on chauffe moins le sous-sol. On garde le sous-sol froid, mais c'est pas bon de faire ça. Le sous-sol froid, le sous-sol, c'est plus humide. L'humidité, on la garde le plus haut, le plus bas possible par rapport à la température de dehors. T'sais. Fait que c'est sûr que de garder une maison sec, c'est mieux, et d'un, pour les matériaux, et de deux, pour éviter la formation de moisissures. Parce que souvent, taux d'humidité trop élevé, température trop basse, égale formation de points de rosée, c'est là qu'il va se former de la condensation. C'est là qu'on va y avoir des problématiques de moisissure. Fait que c'est super important de garder un taux d'humidité bas. Le contrôle de l'humidité, c'est très important. Parfait. Donc, nettoyez vos échangeurs d'air. Après ça, mettez du scellant partout. S'assurer que les joints qui sont en place, oui, c'est ça. Après ça, vérifier que la toiture est belle, tous les bardeaux sont en place. Vérifier l'entretoit qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau et s'assurer d'avoir un beau taux d'humidité dans la propriété. Exact. 5 points très importants. Ouais. Il y en a d'autres, sauf que facile, tu fais déjà une bonne check-up, c'est ça. Parfait. Ça fait un bon petit tour facile à faire. Là. Exact. Parfait. Lors des inspections, on entend souvent parler les fils d'aluminium. Les assurances aussi ont de la difficulté à assurer quand il y a des fils d'aluminium. Les fils d'aluminium, je précise, c'est des fils électriques. Au lieu d'être en cuivre, sont en aluminium. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi la problématique? C'est quoi la peur qu'on a avec ces fils d'aluminium-là? Dans les années 60-70, il y a des années précises, là, ils ont commencé à installer du filage en aluminium, justement, dans les bâtiments. C'est... par rapport au coût des matériaux, il y avait un changement qui était important, puis ils ont commencé à installer ce genre de filage-là. Ils se sont rendus compte que la température de dilatation d'aluminium était beaucoup plus basse que le cuivre, ce qui faisait qu'on se ramassait avec des problématiques. On se sont rendus compte que c'était pas correct, parce qu'il y a eu là, des incendies. Donc, d'avoir un fil d'aluminium, ça ne dérange pas, mais c'est des jonctions entre l'aluminium et le cuivre. C'est là qu'il va y avoir des différentes températures de dilatation. C'est là que c'est important d'aller faire un travail nécessaire. Fait qu'il y a des maîtres électriciens qui vont aller vérifier ces jonctions-là. Puis ils vont aller mettre une pâte, là, justement, au niveau de la jonction électrique, une pâte thermique. Puis c'est cette pâte-là qui va empêcher justement qu'il y ait une dilatation, puis qui va comme un peu couvrir. Mais c'est ça. Les risques d'incendie. Les risques d'incendie sont là. Les assurances sont au courant. Les assurances appliquent justement des garanties là-dessus, mais il y a certaines assurances, de plus en plus, on se rend compte de ça, qui ont de la misère à assurer ces bâtiments-là. Effectivement, c'est de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux aussi de se faire assurer quand que les bâtiments ont... Surtout quand le filage est en majorité en aluminium. Tu sais, quand il y a juste 1 ou 2 fils, les assureurs, là, sont corrects avec ça, mais quand c'est la majorité, là, on commence à avoir des problématiques. Il y a moins d'assureurs qui veulent assurer ces propriétés-là. Oui. Mais, comme tu dis, si on fait les vérifications au préalable avec un maître électricien qui repasse avec toutes les jonctions, il est capable de nous fournir quand même un certificat que c'est conforme. Il peut la rendre conforme. Puis les autres, là, la façon de faire, c'est qu'ils prennent un échantillonnage
de ces jonctions-là, puis ils vont les vérifier. Puis c'est là qu'ils vont pouvoir établir un diagnostic à dire, OK, dans ton système à toi, dans ta maison à toi, on a vérifié un nombre de jonctions, puis ces jonctions-là étaient correctes. On a fait la mise aux normes, mais il n'y avait aucune problématique. Tu sais, souvent, c'est le resserrage qui est important. Fait que je ne suis pas maître électricien. Par contre, c'est ce que j'ai su. Puis aussi, de ce que j'ai su, c'est que les travaux ne sont pas trop coûteux, sauf que s'il faut que tu les enlèves, les filages d'aluminium, ça va impliquer souvent d'ouvrir les murs. Ouvrir des plafonds suspendus, c'est pas trop pire. Les plafonds suspendus, tu déplaces, tu changes des fils. Tous les murs, ça commence à être tout un petit peu. Quand tout ton filage à l'étage est en aluminium, ça devient plus complexe. Fait que, puis récemment, j'ai parlé avec un acheteur qui s'achète une maison qui avait 40% à peu près de filage aluminium. Puis on parle d'une police d'assurance qui est de 1 000 $ de plus par année. Fait que ça prend en considération quand même. Dans l'achat, c'est pas à dire « on n'achète pas la propriété puisqu'il y a du filage aluminium », mais ça prend en considération dans notre budget que l'assureur, de un, ça va être plus difficile à trouver, et de deux, ça va coûter plus cher. Fait que c'est important à vérifier quand même au préalable. Oui. Puis certaines, c'est déjà arrivé que quelqu'un se retire à cause de ça. Ben oui. Certaines personnes sont frileuses par rapport à ce filage-là parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Certains ne veulent pas acheter pour ne pas être pris avec le problème après. Tu es obligé de faire les travaux puis de revendre. Fait que ça dépend de la personne. Fait que chaque personne est mieux d'avoir sa meilleure thèse, mais de faire inspecter de un, puis après ça, d'avoir la certification. De passer avec un maître électricien, s'assurer que toutes les jonctions sont bien faites, ou sinon qu'il met de la pâte. Exactement, qu'il met de la pâte pour que ça soit sécuritaire à ce moment-là. C'est exact. Effectivement. Un autre problématique qu'on voit souvent, les toitures. C'est quoi qui revient? Tu sais, les problématiques sur les toitures, vous, en tant qu'inspecteur, vous montez sur les toitures. Oui. Fait que c'est important de faire inspecter parce que nous, lors d'une visite, on ne monte pas sur la toiture. Fait que, qu'est-ce que tu remarques? Les points les plus négatifs, souvent, qu'on voit sur une toiture? Souvent, ce qui va arriver au niveau d'un toit, c'est qu'il va manquer des bardeaux. Des fois, les bardeaux vont être arrachés. Des fois, les bardeaux vont être mal posés aussi. Fait que, on a vu ça avec les gros vents qu'on a eus l'année passée, pendant le temps des fêtes. Là. Fait que beaucoup de toitures ont arraché. Les bardeaux étaient mal cloués. C'est sûr que si ton bardeau est cloué trop haut, fait que c'est des choses qu'on voit souvent. Si le bardeau est cloué trop haut sur la feuille, il y a une ligne de clouage. Si c'est pas respecté, c'est que tu ne cloues pas dans l'autre bardeau d'en dessous. Si tu ne cloues pas dans l'autre bardeau d'en dessous, ton bardeau, il tient juste avec le pitch qui colle au niveau de la jonction entre les deux sections. Mais souvent, il va déclouer puis il va partir au vent. C'est quand tu en as un qui arrache, souvent que ça va suivre. Fait que les problématiques qu'on voit souvent, c'est le bardeau qui est mal posé. Il y a des façons de le poser. Chaque bardeau a une norme d'installation. Puis, c'est important de respecter ça. Fait que tu veux pas que ton bardeau arrache en plein milieu de l'hiver. Fait que souvent, c'est que le bardeau est mal posé. On va le voir, nous autres, à l'inspection. Souvent, on va lever certaines sections. On va être capable de le voir au niveau de la zone du clouage qui a été faite, si ça a été respecté ou pas. Puis, une recommandation pour un propriétaire, parce que, tu sais, la toiture, parfois, on ne voit pas l'endroit où que les bardeaux sont partis. Est-ce que tu conseilles de monter une fois par année, peut-être sur la toiture, 2 fois par année? Je dirais pas de monter nécessairement sur le toit, sauf que de vérifier, justement, vu, mettons, par en bas, c'est sûr que si c'est un toit plat, c'est sûr que c'est de la membrane élastomère. Souvent, si tu as une faible pente, c'est sûr que c'est mieux de monter. Pour les personnes plus âgées, c'est peut-être pas idéal, peut-être de voir avec un ami de la famille ou peut-être un professionnel là, qui est reconnu. Mais encore là, des fois, c'est important. Il ne faut pas faire affaire avec... je ne veux pas dire de ne pas faire affaire avec tout le monde, mais c'est pas toujours évident d'avoir la bonne personne de confiance. Mais c'est important, oui, de vérifier. Au moins, une vue d'en bas, tu es capable de voir... Tu n'es pas capable de voir, par exemple, si le bardeau est bien posé ou pas. Ouais, mais s'il est arraché, tu vas le voir, normalement. Mais s'il est bien posé ou pas, il faut vraiment monter sur le toit, pour aller vérifier. Avant les fêtes, avant là, que la neige tombe, regarder pour être sûr que nos bardeaux sont tous en place. Puis, à la fonte des neiges, vérifier encore là si tout est beau sur la toiture. Puis c'est pas juste ça, si l'eau rentre. Si on a suivi les 5 conseils qu'on a dit tantôt, d'habitude, on l'a fait au préalable, mais ce qu'on voit souvent sur le toit, c'est le bardeau mal posé. Oui, fait que de vérifier à l'automne, à l'été, en tout temps, de temps en temps. Tu as soulevé un point tantôt de dire, faire attention à qui qu'on fait affaire. C'est vrai parce que, écoutez, avec une cliente il y a pas très longtemps, elle a fait faire avec un entrepreneur facture à l'appui, une grosse toiture. Ça a coûté, elle a une facture de 80 000. Et puis, l'inspecteur a dit, c'est à refaire. Au complet, la toiture n'avait même pas 1 an. Fait que c'est vrai que parfois, il faut vraiment, avoir des bonnes connaissances, des bons entrepreneurs certifiés, qu'on a confiance et que, qu'il y ait une garantie, parce que ça veut pas dire que c'est un entrepreneur, c'est super bien fait. Là. Pas nécessairement. C'est bon d'avoir un expert indépendant un peu qui va aller surveiller le travail de l'entrepreneur. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un appel pour aller vérifier une job mal faite, justement, qui avait été faite par un entrepreneur X. Puis le propriétaire actuel s'est rendu compte, parce que le bardeau arrachait en achetant
Le bâtiment, il avait acheté en hiver, fait qu'il n'a pas pu voir la toiture. Il arrive à l'été, le bardeau arrache, fait réparer une section. 2-3 semaines après, le bardeau arrache encore. Il a fait affaire avec une autre entreprise pour refaire la toiture au complet de la maison et du garage. Puis là, il nous a engagés à titre d'expert indépendant, juste pour assurer un suivi de la façon que l'entrepreneur posait le bardeau. Bien, tu sais, c'est parce que nous, on connaît pas ça. On fait venir des entrepreneurs, des professionnels, fait qu'on s'attend que ça soit bien fait. Fait que c'est vrai que c'est une bonne idée de faire venir quelqu'un, un autre expert, qui va certifier que tout est beau, là. C'est vrai que c'est sûr qu'il garantit son travail, mais tu sais, c'est plate après ça d'aller comme payer, puis après ça, tu te débats pour être capable de faire refaire les travaux. Puis souvent, de faire refaire les travaux, si ça a été mal fait, puis que c'est toi qui... Tu sais, c'est possible, mais l'entrepreneur, ça va toujours être capable d'aller se débattre à la cour. Fait que c'est sûr que ça peut être long et complexe. C'est pas des processus qu'on veut rentrer de toute manière. On s'entend, on veut tout éviter là, les problématiques. Fait que oui, faire affaire avec des bons entrepreneurs, c'est important. Tu l'avais soulevé un petit peu tantôt, puis j'ai comme rentré dedans. Là, ouais, c'est important. Puis on le voit souvent. Puis c'est pas tellement dispendieux. Tu sais, mettons un expert qui va passer 1 ou 2 fois pendant les travaux. Tu sais, il va passer pendant l'enlèvement du bardeau pour montrer, pour valider si toutes les composantes sont en bon état avant de reposer. Tu sais. Tu payes à quelqu'un qui va coûter entre 100 et 200 $, mais c'est pas tellement dispendieux pour aller passer 30 minutes avoir une job, 2 fois pour être sûr que c'est bien fait. Puis l'entrepreneur ne veut pas, s'il sait que quelqu'un d'autre va passer, peut-être bien qu'il va se serrer un peu les fesses. Oui, il y a plus de pression, effectivement. Il va dire, je pense que ça serait important que les gars fassent ça comme il faut. C'est ça. Fait que ça te protège aussi, d'un sens, puis ça te garantit que c'est bien fait. Puis tu sais, veut pas l'inspecteur qui va avoir pris les photos pour pouvoir dire, tu sais, si ça arrache puis que ça avait été bien posé, ben c'est pas de la faute de l'entrepreneur. Fait que tu vas savoir vers qui se tourner après. Très bonne solution. Ouais, très bonne idée. Un autre point qui arrive souvent lors des inspections, les fissures de fondation. J'aimerais ça qu'on éclaire la situation des fissures, puisque aussitôt qu'on nomme fissure lors d'une inspection, tout le monde, là, les acheteurs ont vraiment peur, autant que les acheteurs, les vendeurs. Mais c'est important de faire une différence entre les fissures, puis j'aimerais ça que tu m'en parles aujourd'hui. Est-ce que c'est toutes les fissures qu'il faut avoir peur? Non, hein? Mais j'aimerais ça que tu m'en parles, puis que tu éclaircisses, puis que tu sécurises un petit peu là, nos acheteurs. C'est sûr qu'il y a différents types de fissures. Ce qu'on veut pas, c'est que l'eau rentre, premièrement. C'est sûr que si ta fissure est ouverte, puis elle est grande, puis elle laisse passer l'eau, les insectes, les bébites, c'est sûr que c'est pas idéal. Ça part mal. Ça part mal. Tu sais, fait que ça dépend de la largeur de la fissure, l'épaisseur de la fissure. Fait que c'est sûr que si on arrive sur un bâtiment, puis qu'on a une belle grosse fissure, mais qu'on arrive au sous-sol, puis que la zone est ouverte, puis que c'est un vide sanitaire, puis que l'eau rentre, puis qu'elle s'échappe dans le sol, bien c'est sûr que ça sera pas tellement grave, parce que les conséquences, ça va être grave quand même, parce que ça indique un problème, qu'il y a eu un mouvement de sol ou qu'il y a eu une déformation quelconque. Fait que c'est sûr que ça dépend de chaque maison, tu sais. Fissure qui est large, qui laisse passer l'eau, puis que le sous-sol est fini au complet, puis que c'est une chambre de bain, puis que c'est fermé avec un mur, bien, il faut se dire que l'eau va rentrer derrière l'isolant. Là, il va se former de la moisissure. Ça va être long avant de s'apercevoir qu'il y a de l'eau, la moisissure va pogner. Détérioration. Maintenant, si on parle des petites fissures en haut des fenêtres, tu sais, quelque chose qu'on voit à tous les bâtiments. Là. On en voit, je dirais, 80 ou 10% des bâtiments ont des micro-fissures. C'est sûr que du béton, c'est comme un mélange, OK? Puis après ça, il y a de l'eau là-dedans, puis l'eau, elle vient qu'elle sèche. Fait qu'il y a un mûrissement normal du béton qui se fait. Le mûrissement complet du béton, si ma mémoire est bonne, c'est 28 jours. Fait que ton béton, il sèche pendant 28 jours à 90%, puis le reste, il y a un autre 2 mois à peu près, là, qui après ça, qui vont continuer de sécher légèrement. Mais le premier 28 jours, le retrait va se faire. L'eau va sortir de ton béton. Fait que là, c'est là qu'il va y avoir de plus en plus... La plupart des fissures vont apparaître. Les fissures de retrait qu'on appelle. Des fissures de moins d'1 huitième de pouce, de millimètre plutôt. Mais c'est vraiment mince. On en voit souvent dans le haut des fenêtres. Oui. Souvent, c'est là qu'il va y avoir des zones où il va y avoir plus de force. Puis maintenant, on le voit moins souvent en haut des fenêtres parce que maintenant, on met des tiges d'armature dans le haut des fenêtres. Dans le haut des fenêtres, quand on m'a dit on a la fondation, on a la fenêtre intégrée, puis on met de l'armature. Puis après ça, on va aller assis notre béton. Justement les fissures ça renforce le haut des fenêtres, les têtes de fenêtres. Fait que ça, c'est important. Puis ça l'a changé beaucoup avec le temps. Fait qu'on en voit moins maintenant des grosses fissures dans le haut des fenêtres. On voyait ça plus souvent dans le temps. Oui. Parce que veux pas, tu fais un faible pour installer ta fenêtre. Fait que il y a un trou la section de béton de 5-6 pouces, il y avait un retrait, puis il était plus grand. Mais sur un mur de 30 pieds, le béton, s'il n'y a pas de fenêtre, souvent on n'en verra pas. T'sais. S'il y en a une, souvent, c'est qu'il va y avoir un tassement. Fait que ça dépend de l'angle de la fissure. Il y a plusieurs spécialistes, ingénieurs qui sont bons là, au niveau des fissures, qui vont pouvoir établir un vrai diagnostic. Puis il existe plusieurs guides là, pour être capable de comprendre une fissure. Mais ta fissure, souvent, il va y avoir un problème relié à... Il peut y avoir un problème relié à ça.
est-ce qu'il y a eu un mouvement de sol? Est-ce que ton sol a été mal tassé? Tu sais, quand tu fais une fondation puis que tu creuses, bien, ton sol en dessous du béton, il va avoir un méchant poids, là. Fait que si ton sol, le compactage a été mal fait, il y a des protocoles pour ça. Mais si le compactage a été mal fait, souvent, il peut y avoir une déformation causée par un affaissement au niveau du sol. Fait que c'est sûr que ça peut toujours rester... Une fissure peut toujours indiquer un tassement de sol, mais pas toujours. Fait que c'est pour ça qu'on les évalue à l'inspection. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire inspecter pour savoir si nos fissures sont importantes ou non. Mais il ne faut pas partir à courir s'il y a une fissure, par contre, parce que ça se répare quand même très, très bien. Il y a plusieurs experts qui viennent, puis ils vont faire des soumissions, puis souvent, c'est pas très onéreux. On pense, là, mes clients, ils me disent tout le temps, hey, ça va coûter 15-20 000, c'est une petite fissure. Je dis, ben non, ça va coûter 1 000, 1 500. Fait que c'est important de faire affaire avec les professionnels qui vont nous dire, effectivement, qu'est-ce qu'il y a à faire, quelle est la problématique avec cette fissure-là. Puis il y a plusieurs techniques aussi là, pour réparer des fissures, autant du côté intérieur, souvent qu'ils vont les réparer, que du côté extérieur. Ça dépend du sol, ça dépend. On a-tu une belle cour en asphalte, tout le côté de la maison, puis ta fissure est là. C'est sûr que dans ce temps-là, c'est pas mal plus coûteux d'aller creuser, de briser l'asphalte ou de tout enlever un aménagement paysager. Fait que, tu sais, avant de faire un gros projet de rénovation sur une maison, souvent, vérifier comme il faut s'il n'y a pas des fissures, justement. Parce que si tu te rends compte que tu vas installer un beau pavé à 25 000, 30 000, mais qu'il y avait une belle fissure juste sur le bord de la maison, il va falloir que tu le tasses pour faire réparer ta c'est fissure. Fait que t'es mieux de prévoir ton projet comme il faut. Fait que c'est important de faire vérifier ces fissures-là. Souvent, de les réparer du côté extérieur, c'est beaucoup mieux parce que là, tu vas bloquer ton humidité du côté extérieur parce que c'est sûr qu'il y a des bonnes pratiques qui se font du côté intérieur aussi, mais ça reste toujours que ta fissure est toujours présente du côté extérieur. Fait que... J'ai pour mon dire que vaut mieux prévenir que guérir. Peu importe la fissure, qu'elle soit mini, que ça soit une fissure de rétention, c'est bien quand même de la colmater. Oui. Tu sais, vaut mieux prévenir que guérir. On n'entendra pas, il n'y a jamais eu d'eau, ça fait 40 ans. Je comprends, mais j'en veux pas non plus. On s'entend. Puis, comme je dis, c'est pas très onéreux. Le monde, parfois, il pense ça coûte 15-20 000 réparer une fissure, mais souvent, là, c'est dans les alentours de 1 000 à 2 000. Là, c'est ça. max. Tout dépendant s'il faut creuser ou pas. Exactement. Ça dépend de la hauteur du sol aussi. Fait que, à faire vérifier, mais tu sais, de regarder comme il faut la fissure. Est-ce qu'elle est importante de faire venir un inspecteur, de faire venir aussi un expert en fissure pour vraiment savoir quelle est notre problématique. Comment ça coûte? Parce que quand tu t'achètes, tu veux savoir c'est quoi tes coûts de projet qui s'en viennent. C'est pour ça qu'on fait inspecter, faire le bilan de santé. Les fenêtres. Ça coûte cher, souvent, les fenêtres. Un point qui revient, des thermos qui sont décellés. On entend souvent parler de ça. On entend souvent parler. Une maison sur deux, peut-être. Les thermos qui sont décellés, c'est quoi ça fait? Mis à part être moins beau parce que ça brume la fenêtre, là, est-ce que ça change son efficacité? Est-ce qu'il y a une problématique quelconque? Est-ce que l'eau peut rentrer si notre thermos est décellé? Thermos décellé, ça va changer au niveau du visuel parce que là, on ne verra plus. Parce que le thermos va être décellé à l'intérieur. Ça veut dire qu'il ne sera plus étanche à l'humidité, mais il ne sera plus étanche non plus. Puis il va se créer comme du jet entre les deux. Fait que oui, c'est sûr qu'au niveau énergétique, il va y avoir un petit changement. Ça dépend du côté de l'orientation du soleil. Si tu es une fenêtre plein soleil qui est décellée, bien, normalement, ton soleil va rentrer plus à l'intérieur. Fait qu'à l'été, tu vas faire plus chaud devant cette fenêtre-là. Ouais. L'hiver, il va faire plus froid aussi, mais si tu n'es pas du côté du soleil, tu sais, une fenêtre du côté nord qui ne sera jamais exposée au soleil, que le thermos est décellé, c'est sûr que ça va être plus froid. Tu vas t'en rendre compte. Mais un thermos, c'est pas très, très dispendieux à changer. Puis il y a des moulures faites pour ça de l'intérieur. Fait que c'est comme de l'usure. Puis on voit ça de plus en plus. La qualité des matériaux a souvent diminué. Donc souvent, après 8-10 ans... maximum, la garantie est 10 ans. Là, et souvent, 10 ans on plus arrive un à 10 jour, ans. là, garantie, fini, thermos décellé. Fait que les compagnies vont... C'est bon de les changer, surtout si c'est ta fenêtre de chambre ou ta fenêtre de cuisine. Puis tu es en plein milieu de la cuisine, puis tu regardes ton patio, puis là, ta fenêtre est décellée, tu ne vois plus à travers. Souvent, on ne le verra pas l'été, mais l'hiver, quand ça devient froid, là, on s'en rend compte. Fait que l'humidité va traverser. Fait que c'est sûr que oui, ça peut être l'eau ne rentrera pas dans la maison. Explication d'un thermos. Est-ce que c'est toute la fenêtre? Parce que souvent, c'est ça, quand on fait une inspection, mes clients me disent « Hey, mais là, tout changer de fenêtre, ça n'a pas de bon sens, ça va me coûter 40 000 » C'est quoi un thermos de fenêtre? Donc, il y a deux façons, il y a deux composantes. On appelle ça le cadre. Le cadre, c'est lui qui est installé, le bâti, un peu comme une porte. Là, si on prend une porte, on a un cadre de porte, on a une porte. Mais c'est le même genre pour une fenêtre. On a le cadre de fenêtre qu'on va poser avec les composantes qu'on va fixer dans la structure, qu'on va fixer du côté extérieur, qu'on va rendre étanche. Puis on a le thermos, mais souvent, il arrive en un morceau. C'est pour ça que les gens, souvent, ne savent pas trop. Je pense que c'est la même chose. C'est ça. Mais le thermos, normalement, il y a une moulure à l'intérieur, puis cette moulure-là se retire avec un outil spécial. Changer un thermos là, pour une fenêtre normale de cuisine, là, mettons de 2 pieds de large par 5 pieds, c'est à peu près 1 minute changer à une thermos. Fait que c'est pas tellement long. Puis
Après ça, ils remplacent. Fait que là, dans le fond, quand on se rend compte à une inspection ou, mettons, dans une transaction, qu'on a un thermos qui est décellé, bien, on fait évaluer le coût, puis après ça, on la commande, puis ça prend peut-être 4 à 6 semaines à arriver. Puis ce cadre-là a un coût. Pas ce cadre-là, mais ce thermos-là a un coût, mais il est remplaçable de différentes méthodes. C'est vraiment moi, on a eu que changer la fenêtre au complet. Oui, c'est ça. C'est juste le verre, en fait, qu'on change. C'est ça, on change juste le verre. Fait que, ça peut être un 200 $, exemple, c'est comparativement. C'est important de faire la différence parce que, c'est ça, un 200 $ un thermos ou 1500 une fenêtre. Fait que ça fait une très, très bonne différence. Tout dépendant de la dimension, c'est toujours plus cher. Plus c'est grand, plus c'est cher. Ou si tu as une fenêtre ronde dans un gros pignon, c'est sûr que plus que c'est gros, plus c'est différent, plus que ça coûte cher, là, bien évidemment. Que ça coûte cher. Oui. Mais c'est quelque chose qui change. Fait que c'est pas, on ne sauve pas à cause, il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans la maison, mais ça peut condenser un peu plus parce que cette fenêtre-là va venir plus froide l'hiver. Fait que souvent, les gens vont avoir peur à cause de ça, mais ça change très bien. Un autre point qui revient dans les inspections, souvent les vieux bâtiments, l'amiante. C'est quoi la problématique de l'amiante? Aussitôt qu'on nomme l'amiante, tout le monde part en courant. C'est vraiment là... c'est quoi cette problématique-là? Pourquoi l'isolation d'amiante fait si peur? Bien, avant les années 90, ils ont utilisé ce matériel-là, mais il y en avait dans certains matériels d'isolation. La vermiculite, on entend ça, ça ressemble comme à de la granule. Bien, il y a certaines mines de vermiculite, pas des mines, mais c'était comme des mines à ciel ouvert. Puis ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait de l'amiante dans ces composantes-là. Je ne suis pas expert là-dedans. Souvent, moi, quand je vais prendre un échantillon, je vais le faire analyser par un laboratoire là, qui va vraiment établir vraiment un échantillon. Mais moi, je fais l'échantillonnage, je l'envoie, puis eux autres analysent vraiment le matériel, à savoir s'il y en a. Ce qui est important, c'est que s'il y en a, c'est de ne pas le respirer. Parce qu'on a entendu la maladie, c'est comme l'amiantose, c'est ce que tu peux comme développer dans ton corps si tu l'inhales pendant trop longtemps. Fait que c'est pas bon de le respirer. Ça ne veut pas dire que s'il y en a, que tu vas le respirer, parce que souvent, il va être dans des cavités murales. S'il est dans un entretoit, puis qu'il y a un bon pare-vapeur du côté intérieur du bâtiment, puis que tu ne fais pas de gros travaux de rénovation, bien normalement, tu n'auras pas à y toucher. Tu peux faire des tests d'air à l'intérieur du bâtiment. Il y a des spécialistes qui peuvent faire le test d'air. T'assurer justement que ta qualité de l'air est bonne, que tu n'as pas d'amiante à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, sauf que c'est bon de faire analyser au moins le produit, à savoir si on en a. Puis si tu en as, là, de l'amiante, ce ne sera pas un gros pourcentage. Mais tu ne peux pas dire je l'enlève puis je jette ça aux poubelles. Il y a des protocoles d'établis pour envoyer l'amiante. C'est ça qui coûte cher. Tu ne peux pas le disposer d'une manière à l'envoyer aux poubelles directement. Il y a des spécialistes. Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont reconnus, mais il y a des formations spécifiques de quand tu retires l'amiante dans une surface, dans une cavité, bien, il faut que souvent, en gros, là, le protocole est de mettre le bâtiment sous pression négative, d'aller tout filtrer l'air qui va passer, puis après ça, de retirer ces matériels-là. Mais le protocole est même qu'il faut que tu aies une douche, même sur place, il faut que tu t'habilles avec un suit spécial. Mais c'est pour ça que ça coûte cher. Il y a tellement de protocoles. Il y a un protocole important. Mais oui. Fait admettons... C'est toi que tu rénoves pas. Mes clients, là, achètent une maison qui a de l'amiante dans l'entretoit. On met dessus le feu à la maison ou bien... OK. Fait qu'on peut garder l'amiante qui est dans l'entretoit. Si on y touche pas, il n'y a pas de problématique pour nos poumons. Parce que l'amiante, ça vient dans les poumons, puis c'est ça, ça restait dans les poumons. Hein. C'est ça, l'amiantose, c'est ça que ça cause. C'est ça. Sauf qu'ils peuvent se rendre compte que s'ils ont des travaux à faire, que ça va nécessiter des coûts plus importants que prévu. Supplémentaires. Mais c'est à prévoir, c'est comme n'importe quel projet. Effectivement. Tout ça prévoit. Fait que, tu sais, si tu avais prévu d'isoler ton entretoit, de changer l'isolation, tu veux mettre justement là, de la laine soufflée à l'intérieur, bien, ça fait comme bien de le changer, mais c'est sûr que fais faire ta soumission parce que ça va coûter plus cher. C'est ça. Mais c'est pas une maison à mettre en feu. Mais non. Ah, OK, j'aime ça. Mis à part ça, les infiltrations d'eau. On s'entend, l'eau, c'est l'ennemi des propriétés. On n'en veut pas. On aime ça quand on est sur la plage. Mais dans nos maisons, on n'en veut pas. À quel endroit tu vois le plus souvent de l'infiltration d'eau? Souvent, au niveau des sous-sols. Au niveau des sous-sols puis au niveau des entretoits. C'est deux places qu'on voit souvent. Mais encore là, des fois, j'ai ça au plafond. Fait que ça dépend du type de bâtiment, je te dirais. Souvent, c'est arrivé des fois des bâtiments que, mettons, c'est des vides sanitaires ou qu'on est sur le roc. Là, on va avoir souvent de l'infiltration d'eau. La fondation est moins étanche. L'eau passe en dessous des fondations. Là, souvent, on va voir ça. Fait que dans les sous-sols, on voit ça souvent. Mais souvent, c'est pas nécessairement juste d'infiltration. Des fois, c'est de l'humidité aussi. Fait que si on veut juste parler d'infiltration d'eau au sous-sol, mais souvent, les éléments de plomberie aussi qui sont vieillissants ou qui sont mal scellés, on va voir souvent.
soit avec des appareils d'humidité, des appareils infrarouges. C'est sûr que ça permet de détecter l'humidité, détecter s'il y a de l'eau quelque part. Fait que c'est sûr qu'on va pouvoir le valider. Fait que ça dépend, c'est un peu partout. Ça dépend du type de propriété, ça dépend de l'entretien qui a été fait. On en a des fois dans l'entretoit, des fois au niveau du sous-sol, autour des composantes de plomberie. Fait que c'est un peu partout. C'est important aussi de savoir quand on achète une propriété, admettons, elle a 60 ans, eh bien, les composantes de plomberie ont 60 ans. Fait que ça peut arriver là, qu'il y ait des bris à venir. Tu sais, il faut être conscient en tant qu'acheteur quand on achète une vieille propriété qu'il y a des coûts à prévoir, soit au niveau de la toiture, si la toiture n'a pas été refaite, les fenêtres, mais également la plomberie. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, parce que c'est caché puis on le voit pas, mais c'est important parce que ça peut créer des dégâts d'eau, on s'entend. Ben oui. Puis ta plomberie, elle a un temps d'usure. Puis souvent, on va le voir aux inspections, justement. Les gens qui font l'inspection, ils vont dire, ben là, les composantes commencent à se détériorer. Tu sais. La tuyauterie de cuivre, exemple, les jonctions de cuivre, souvent, il va y avoir de la corrosion, gris, de la verre de gris. Puis souvent, ça va commencer à suinter. Tu sais. Fait que c'est de l'usure. Fait que oui, un peu partout, je te dirais. Même chose, tu achètes une maison de 60 ans, ton drain français, je sais que lors d'une inspection, on ne peut pas inspecter un drain français, mais il faut être conscient en tant qu'acheteur quand on achète une propriété de 60 ans que notre drain a 60 ans et normalement, la durée de vie, si je m'abuse, c'est environ 40 ans. Oui. 40 à 50 ans. Fait que, ça dépend du type de drain, ça dépend du type de sol. sol aussi, c'est du sang, ça les va durer pentes plus autour, longtemps. ça dépend de beaucoup de facteurs, mais ça, c'est des affaires qui vont être analysées à chaque Vous allez bâtiment. être capable de nous donner un indice, dire, OK, votre drain reçoit beaucoup d'eau, par exemple, nos pentes négatives envers la maison, tu dis, OK, là, tu as vraiment beaucoup d'eau à proximité de votre fondation. Mais il faut être conscient, tu sais, parfois, la maison est rénovée à 100%, mais le drain n'a pas été changé. La maison a 60 ans. Fait que ça peut venir, tu sais. Puis c'est ça que le monde, parfois, pense. On dit, mais là, j'ai de l'eau dans ma propriété. Mais il faut le prévoir dans notre budget que ça va être à venir, tu sais. Puis, tu sais, les vieilles maisons, là, souvent, il n'y en avait pas de drain. Puis, ça fonctionnait quand même. On faisait attention à l'eau. L'eau, par rapport aux gouttières, on l'évacuait le plus loin possible. On faisait attention à nos pentes sur le terrain. On faisait attention aussi à ne pas envoyer... mettons, souvent, on avait des grosses montagnes, mais c'est ça. On mettait la maison plus loin, tu sais. Les gros arbres aussi. On voit ça souvent. Les vieilles maisons, souvent, ont des gros arbres proches. Mais ça, d'un sens, c'est pas mauvais parce que ça va ramasser l'eau. Fait que d'un sens, c'est bien maison. C'est pas de drain parce que les racines ne rentreront pas dans le drain. C'est ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais plein de sel, là, ça va tout boire au complet. Exact. Il y en a qui font ça. Il y en a qui c'est pas mauvais dans certains types de bâtiments. C'est sûr qu'on les vu plus loin, mais souvent les vieux systèmes, ça fonctionne encore. T'sais. Fait qu'on voit ça souvent des maisons qui vont être plus vieilles, des années 40, des années 30. Souvent, ces maisons-là n'avaient pas de drain parce que c'était pas obligatoire au niveau du code du bâtiment. Le code du bâtiment exigeait un drain de fondation à partir de 1955. Fait que tout bâtiment avant 1955 n'était pas obligé d'en mettre un. Souvent, les gens en mettaient un par précaution. Les gens étaient minutieux. Ils construisaient, ils disaient on va mettre un drain. C'était pas les drains qu'on a aujourd'hui. Souvent, c'était des drains en grès. Ils mettaient une petite membrane noire dessus. Puis, à un moment donné, ce drain-là, il n'est pas attaché. Il se ramassait du sable dedans. T'sais. Fait que on voit ça souvent. Là, mais nous autres, on ne les inspecte pas, mais c'est technique courantes. Puis, à l'inverse, quand nous avons un drain français tout autour de la propriété, les arbres à proximité des maisons, on n'en veut pas, hein? Bien, c'est mieux que ça, loin. Le plus loin possible. Bien, éviter que ça brise le drain, que ça rentre dans le drain. Exactement. C'est pas tous les arbres qui vont aller entourer le drain, mais par expérience personnelle, puis pour avoir fait plusieurs dossiers que, justement, les gens avaient des problèmes d'infiltration, puis ils ont creusé, puis ils ont découvert que les racines étaient rentrées dans les arbres, au niveau du drain. Fait que le drain était bouché. Si le drain est bouché, puis qu'il évacue beaucoup d'eau par un apport d'humidité important de l'arrière, bien là, il ne pouvait plus sortir. Fait que c'est sûr que ça avait un impact direct sur la nappe phréatique qui montait, mais que l'eau ne pouvait pas descendre, puis ne pouvait pas s'évacuer. Fait que oui, ça a un impact. Fait que plus c'est loin, mieux c'est pour éviter ça. Effectivement. Puis dans notre sol, tu l'as mentionné un petit peu là, tout à l'heure, le taux d'humidité, c'est important à surveiller. Quel est le taux d'humidité normal qu'on peut prétendre avoir dans un sous-sol? Toujours en fonction de la température extérieure, c'est important d'ajuster notre taux d'humidité. C'est sûr que ce qu'on veut pas, c'est que ça condense. Fait que si on arrive en plein hiver, puis qu'il fait moins 20 dehors, puis qu'on se rend compte que nos fenêtres sont bien embuées, sans nécessairement avoir une machine, un hygromètre, si tu vois que tes fenêtres sont humides dans le bas le matin, ça veut dire que ton taux d'humidité est un peu trop haut pour la température qu'il fait. Fait que ta surface qui devient froide, bien, elle va condenser. Fait que c'est important de comme faire un suivi par rapport à notre composante. La maison, elle te parle. T'sais. L'humidité qui va se former dans le bas de ta fenêtre
va être en lien avec la Pas pour température. rien. Pas pour rien. Mhm. C'est pas normal, il faut pas. Ben, un peu, c'est pas grave, mais ta fenêtre n'est pas supposée d'être givrée à grandeur. Ouais. Les gens qui ont beaucoup de plantes, les gens qui ont beaucoup des aquariums, qui n'ont pas de ventilateur de salle de bain, qui vont aller prendre des bains chauds, des douches chaudes, l'évacuation d'humidité ne se fait pas. Automatiquement, l'humidité, elle s'évapore, elle reste dans la maison. On a des pare-vapeurs dans nos maisons, on conserve l'humidité. De plus en plus aussi, les maisons neuves, c'est des pare-vapeurs qui sont très étanches. Mais oui. Puis une maison neuve, pas d'échangeur d'air, ça fait pas. Parce que justement, l'humidité reste toute emprisonnée. Fait qu'il y a des guides là, pour ça. Puis les anciens échangeurs d'air, je sais pas si tu as déjà remarqué, tu avais une roulette, puis tu avais un taux d'humidité, puis tu avais une température à côté. Les anciens de la marque Venmar, on voyait ça. Vraiment, ouais. Moins 5, ça disait d'être à 40 d'humidité. Moins 10, ça disait d'être à 35. Fait que le taux d'humidité est vraiment relatif à la température extérieure. OK. Un taux idéal, je dis tout le temps, c'est 45 d'humidité. L'hiver, quand on est du moins 30, moins 40, ton air dehors va être sec. Fait que si tu as un échangeur d'air, automatiquement, tu vas rentrer de l'air sec dans ta maison. Fait que le taux d'humidité va baisser. Fait que, tu sais, un échangeur d'air performant va aller te procurer un taux d'humidité bas, puis il va quand même t'apporter de l'air sec. Fait qu'automatiquement, ton humidité va baisser dans ta maison. Tes composantes aussi, ton gyps, ton bois, tes planchers vont venir de plus en plus secs. Fait que là, on va baisser notre taux d'humidité. Fait qu'on va même se ramasser à 30, 35. C'est encore mieux. On parle souvent d'échangeurs d'air, mais il y a des propriétés qui n'ont pas d'échangeur d'air. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler notre humidité dans notre propriété à ce moment-là? Bien, ça dépend. Si on l'évacue avec la hotte, si on fait à manger, idéalement, on sort notre humidité à mesure avec la hotte de poêle. Si on prend un bain, une douche, on ouvre les ventilateurs, puis beaucoup de gens ferment la machine aussitôt qu'ils sortent de la chambre de bain. Il faut garder l'humidité. Il faut la sortir encore. Elle n'est pas finie de sortir. 15-20 minutes encore. Fait que des fois, les gens ont une switch qui est la lumière puis le ventilateur, mais il faut la laisser ouverte, idéalement, encore un 15-20 minutes. Fait que si tu n'as pas d'échangeur d'air, puis tu as un bâtiment qui est assez récent des années 80-90, bien, ton humidité, il faut que tu la contrôles. Fait qu'il faut que tu l'évacues. Fait que souvent, c'est nous autres qui la créent. Fait que la hotte, le ventilateur de salle de bain, d'avoir un déshumidificateur dans la maison, ça peut être bien aussi pour baisser l'humidité. Les gens qui ont du linge à sécher, tu as des morceaux de linge spécifiques que tu ne veux pas mettre à la sécheuse, bien, idéalement, on le fait sécher sur un rack. Mais d'avoir un déshumidificateur, ça va garder notre taux d'humidité bas dans la maison, puis ça va nous permettre d'avoir un taux d'humidité bas. C'est super important. Puis juste, des fois, les gens n'ont pas de ces systèmes-là. Mettons, des vieilles maisons, ils n'ont pas de fan de salle de bain, ils ont une vieille hotte au charbon qui renvoie l'air en dedans. Juste de craquer une fenêtre, puis de faire un petit mouvement d'air pour brasser l'air, d'aller chercher de l'air sec de dehors. C'est sûr que s'il pleut à Sio, puis que tu as 100 d'humidité dehors, ferme tes fenêtres, attends que ça soit plus sec. Puis le lendemain, ouvre tes fenêtres, puis brasse ton air. Puis souvent, l'air dans dedans va devenir plus sec juste en faisant un mouvement. Là. Fait que... Effectivement. Merci, parce que souvent, c'est pas bien contrôlé, pas bien connu, les taux d'humidité, même les échangeurs d'air. Plusieurs des propriétaires me disent « J'en ai un, mais il m'en sert pas, ça marche pas, ça, je ne crée pas à ça, mon ancienne maison n'avait pas, puis c'était bien correct. » Mais, tu l'as dit tantôt, nos maisons sont de plus en plus étanches, fait qu'il faut faire fonctionner les échangeurs d'air. Il faut les faire fonctionner, puis c'est pas mauvais pour la respiration. Tu sais, des gens, des fois, qui sont malades, puis il existe plusieurs échangeurs d'air qui ont des filtres qui filtrent toutes les microparticules dans l'air du bâtiment. Fait que c'est pas mauvais d'avoir ça. Parce que tu vas aller vraiment tout enlever les particules de... Une autre particularité d'une propriété plus âgée, l'isolation en brin de scie. Ça aussi, les assureurs ont beaucoup plus de difficultés à faire assurer les propriétés en brin de scie. Fait qu'admettons que tu as une propriété en brin de scie avec de l'amiante, puis les fils d'aluminium, ça risque d'être difficile de te faire assurer. Là, hein? Ça risque d'être difficile. C'est pas un mauvais isolant en soi, parce que le bois, ça a un facteur d'isolant. Puis ce qu'on veut, c'est l'air qui est dans cette cavité-là va être un isolant. T'sais. Va servir d'isolation. Fait que ça ne veut pas dire que c'est en brin de scie que c'est pas isolé. Mais par contre, souvent, ce qu'on va déceler, c'est que ce brin de scie-là va se taper avec le temps. T'sais. Fait que souvent, il va y avoir des cavités murales qui vont se ramasser pas d'isolant. Fait que si tu n'as pas d'isolant dans une cavité murale, ben, automatiquement, tu perds beaucoup plus de chaleur. Fait que, au niveau efficacité énergétique, ta maison va te coûter un peu plus cher en chauffage. Parce que le bas des murs est isolé, mais pas le haut. C'est ça. Ou tu vas faire une rénovation, tu vas ajouter une fenêtre d'un trou, c'est sûr que tu vas perdre ton isolant dans le haut en perçant. Fait que côté isolation, c'est sûr qu'au niveau efficacité énergétique, plus énergivore un peu. Entre toi, c'est sûr que souvent, ils mettaient 5-6 pouces d'isolant dans brin de scie. Fait que côté efficacité... Puis maintenant, on en exige combien? 16 pouces. 16 pouces. Pour donner R50. C'est sûr que... je
peux pas te dire le facteur isolant que 6 pouces de brin de scie a exactement, là, mais il faudrait que je vérifie dans mes livres. Mais c'est certain que c'est moins efficace que 16 pouces d'isolant en Aussi, matelas. une maison en brin de scie, ça pogne en feu, ça pogne en feu. Ça pogne en feu un peu plus. C'est pour ça que les assureurs, exactement, c'était là que je voulais m'en venir, les assureurs sont frileux avec l'isolation en brin de scie. C'est pas parce que ça descend dans les murs, c'est parce que c'est vraiment très inflammable, vous comprenez, c'est du bois. Fait que c'est certain que c'est une chose à vérifier également quand on achète une propriété. L'isolation en brin de scie, c'est pas nécessairement que c'est mauvais, mais ça va coûter un petit peu plus cher d'électricité et plus cher d'assurance. Donc, c'est à prévoir encore là dans votre budget. Ça, ce qui est bon, par exemple, c'est quand tu l'enlèves, bien là, ça coûte pas cher à aller entreposer. Ah oui, c'est facile. Parce que c'est du copeau. Fait que souvent, même à une place où il y a un dépôt sec, tu peux envoyer tout le copeau là. Tu peux le faire aspirer. Il y a des compagnies qui peuvent venir l'aspirer. Tu peux le faire toi-même, mettre ça dans des sacs. Une plus grosse complexe shop-vac, un peu. ça Gros shop-vac, mais ça se fait quand même. Là. Puis après ça, de remplacer ça par un isolant qui est un isolant qui a un facteur air meilleur, ça se fait très bien. Fait que oui. On aime ça, du petit crunchy. Reviens-moi avec une autre propriété dégueu qu'on ne veut pas vraiment, là, tu sais. Une autre pire inspection que tu as faite. C'est tellement le fun à avoir. Je te dirais pas que c'est ma pire, mais le monde va être surpris même, parce que des maisons neuves. Oh! On va dans les maisons neuves. Maison neuve, ça veut pas dire que tous les entrepreneurs qui sont bons. Effectivement. Maison neuve veut pas dire on fait pas inspecter. Parce que maison neuve égale des fois autoconstructeur. Égale des fois on connaît pas ça. Tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas assez de normes, mais c'est déjà arrivé que je découvre des anomalies qui étaient souvent dans des constructions neuves, puis que même certains acheteurs se sont retirés. Comme quoi? Quelle anomalie on peut avoir dans une maison neuve? Bien, si les gens installent le revêtement eux-mêmes, si les gens installent le plomberie eux-mêmes, si les gens font le finition eux-mêmes. Il y a des façons de poser des finitions. Les charpentiers menuisiers qui vont aller faire le cours en pose de revêtement, en pose de gyps, en pose de structure, bien, ils ont des cours, ils ont des formations, ils ont des cartes. Si tu es toi-même à construire chez toi, puis que tu poses du plancher, puis que tu n'es pas capable de jointer deux surfaces ensemble, ou que tu les poses à l'envers, ou que tu les poses croche. Fait que, tu sais, j'épargne le détail qu'il y avait, sauf qu'on avait des revêtements extérieurs mal posés, des portes installées croche, des portes extérieures installées croche, des galeries qui n'avaient pas de pente, des tablettes de maçonnerie qui n'ont aucune pente non plus, qui gardent l'eau, des jonctions de revêtement mal faites, des sections de plomberie à refaire en entier parce que les pentes n'étaient pas bonnes. C'est une propriété de quelle année? 2022. Ah! 2022 ou 2021. Puis j'en ai pas vu juste une, j'en ai vu quelques-unes. Ah non, que c'était souvent des gens qui achetaient, qui faisaient inspecter ce que le courtier avait fait la recommandation. Ils ont été bons, c'est ça, de faire inspecter, parce que souvent, le monde me dit « Oh non, je ne fais pas inspecter, c'est une maison neuve. » Je suis comme « Non, c'est très important parce qu'on ne connaît pas, justement. » En plus, ça n'a pas de vécu, fait que ça vient d'être installé. Les détériorations ne sont pas là. Vieille maison, ça fait 30 ans que c'est là, ton revêtement. Tu le vois, ce qui va avoir l'air. Ça fait 30 ans qu'il subit les conditions d'humidité, les conditions actuelles. La fondation s'est placée, tu sais. Tandis que 2022, la fondation, là, elle est encore là. Elle vient d'être mise. Elle sèche encore. Oui, c'est ça. La peinture, ça sent encore la peinture sur les murs. L'eau n'est pas rentrée. Le travail des mauvaises pentes n'a pas fait son effet encore. Des bardeaux mal posés, des sections oubliées complètement, des morceaux de bardeaux manquants parce que le gars, quand il est arrivé où la coiffe, c'est la jonction entre les deux sections de toiture, mais il a oublié le dernier morceau. Des clous apparents à des places, des maximums posés à l'envers, des solins d'évents de plomberie posés à l'envers aussi. Fait que par chance, c'est une chance de passer. Si tu n'avais pas passé cette maison-là dans 40 ans, là, l'inspection, ça aurait été une pire inspection que tu aurais faite. Tu sais, ça ne veut pas dire de ne pas l'acheter après, ça veut dire voici ce qu'il y a à faire, puis voici ce qu'on va faire maintenant en l'achetant. Ou mais on ne l'achètera pas, puis l'acheteur va savoir pourquoi. Donc, après ça, c'est ou achetez-la, mais négocier suite à l'inspection parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Tu sais, c'est une chose qu'on peut faire quand on fait inspecter. On a plusieurs choix après une inspection. On accepte l'inspection telle quelle, on se retire puisque vraiment des choses majeures à l'inspection. On négocie suite à une inspection avec soumission ou bien on demande de faire les travaux au vendeur avant la prise de possession. Fait que, tu sais, ça ne veut pas dire qu'on a une propriété qui a des points, parce qu'on s'entend, toutes les maisons ont toujours des points. J'ai jamais vu une inspection qui n'avait rien. Même la tienne, je suis sûre qu'il y a des affaires. T'es scellant, t'es fait ça toutes les années? Oui. Ah, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est important de faire le suivi de tout, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce que c'est important, faire les soumissions, puis après ça,
prendre une décision avec un courtier. Il va bien vous aligner quelle est la bonne décision à prendre et la négociation suite à une inspection. Équipe Blanchette. Exactement, Équipe Blanchette. Eh bien, merci beaucoup, François. C'était vraiment, vraiment apprécié. Merci à toi. Merci d'être venu dans mon podcast. On parle d'IMO avec Hello. Si vous avez aimé le podcast, likez, partagez, commentez. On va avoir sur notre chaîne YouTube et sur Spotify. Donc, partagez, parlez-nous. On parle d'IMO avec Hello. Équipe Blanchette, courtier immobilier, vous souhaite une nouvelle demeure.